Hello again. Bonjour. Alors, quelle conversation passionnante. J'aimerais vous rappeler qu'il y a d'autres tables rondes qui vont avoir lieu. Si vous êtes ici, veuillez, s'il vous plaît, vous rendre à notre canal YouTube. Vous allez être en mesure de voir toutes les conférences et toutes les présentations sur vidéo. Alors, cette conversation est à propos du néolibéralisme et les politiques de gestion du handicap. Notre modératrice pour cette séance est la docteure Jen Rinaldi de l'Université de Toronto. Elle est jointe par la docteure Stéphane Honish de l'Université de Colombie-Britannique et William McGregor de l'Université York. Alors, c'est à vous, Jen. Bonjour, je suis Jen Rinaldi. Je vais animer cette table ronde. Ça me fait plaisir de me joindre à Stéphane et Will. Alors, Stéphane est chargé du département de théâtre et de cinéma à l'Université de la Colombie-Britannique, où il a auparavant occupé une bourse pour un projet portant sur la vie musicale de Helen Keller. Il a publié dans Music Theory Online, le Journal of Inclusive Education, Voices, a World Forum for Music Therapy. Il est actif en tant que musicien à son compte et fait partie d'un projet de 3 ans sur les instruments accessibles aux personnes ayant un handicap. William McGregor est un artiste de théâtre et doctorant au programme d'études supérieures en politique de la santé et équité de l'Université York. Fort de son expérience personnelle en matière de handicap, ses recherches financées par le CRSH sur la maladie chronique et la douleur chronique examine la pauvreté et la marginalisation des personnes en situation de handicap au Canada. Il s'intéresse également au développement des projets de recherche artistique qui explorent et mettent en scène le vécu des personnes vivant en situation de handicap. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à la présentation ou autre? Alors, Stéphane et William ont présenté leur exposé complet de manière asynchrone. Vous pouvez visionner leur enregistrement vidéo sur le site Handicap sans pauvreté. La présentation de William s'intitule Pauvreté, politique publique et le sujet néolibéral, idéal du handicapé. Celui de Stéphane s'intitule Les fins néolibérales justifient le test de ressources, le handicap et les avantages de la gestion de la pauvreté au Canada. Alors, j'ai des questions que j'ai préparées et entre-temps, vous pouvez écrire des questions dans la boîte de discussion et nous allons répondre à ces questions dans la section questions-réponses. Alors, nous pourrions commencer par les idées fondamentales que nous pouvons tirer de vos présentations. Stéphane, dans votre présentation, vous décrivez la gestion de la pauvreté, plus particulièrement en lien avec l'émergence d'une classe dirigeante qui remplace ou redéfinit le capitalisme. Cette idée a été inspirée par l'ouvrage de James Burnham, La révolution managériale de 1941, un livre qui a d'ailleurs inspiré l'intérêt dystopique d'Orwell pour l'efficacité remarquable de la classe dirigeante en tant que force du gouvernement. Pourriez-vous prendre un moment pour expliquer ce que vous entendez par la gestion de la pauvreté et une dérive vers la dystopie? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. J'aimerais vous mentionner que je suis en train de gérer les effets secondaires d'un rhume et donc j'ai la voix peut-être un peu rauque et je bégaie également. Et donc parfois, il se peut que mes propos ne soient pas clairs, mais je vais faire de mon mieux. Alors, l'idée derrière la gestion de la pauvreté, comme je l'ai catégorisée dans ma présentation, est inspirée par Walter Ben Michaels dans son livre de 2006,
le trouble de la diversité, comment nous adorons l'identité et nous ignorons les inégalités. Et donc, dans ce bouquin, une des critiques qu'il entame, c'est la manière de concevoir l'inégalité économique qui est basée sur la classe par rapport à comment nous voulons penser de la culture et de l'identité. Il dit que c'est la classe en temps de relations sociales en vertu du capitalisme n'est pas comme l'identité, n'est pas comme la culture. Et il dit en plus que si nous voulons s'attaquer aux inégalités économiques et s'attaquer à la pauvreté, ou du moins la minimiser, à ce moment-là, les solutions qui s'en suivent ne peuvent pas être élaborées à partir de les inégalités économiques comme étant liées à l'identité ou la culture, ou la façon de penser à une culture et à l'identité, et que rien de moins que des politiques universelles, concrètes, peuvent fonctionner, qui cherchent à transformer la relation ou les relations économiques. Et rien de moins ne va suffire. Et j'ai ajouté dans le concept de gestion de la pauvreté, je fais référence à essentiellement des moyens d'études sociales pour examiner les relations économiques qui créent la pauvreté et qui la maintiennent. Merci beaucoup pour ce début. Alors maintenant, William, vous avez démontré dans vos politiques que on définit l'importance de cet aspect. Est important. Vous parlez de Will et comment, en fait, vous vous appuyez sur A.J. Withers pour expliquer comment le néolibéralisme détourne la réforme des politiques relatives au handicap de sorte que l'État finit par privilégier la productivité et la privatisation, par exemple en forçant les personnes handicapées à participer à des programmes de travail. Pourriez-vous élaborer sur cette idée, à savoir la fonction que remplit cette politique pour façonner les représentations économiques du handicap et l'implication profonde par rapport à comment nous comprenons la pauvreté? Oui, c'est un énorme enjeu. Je vais commencer par dire que voici ma définition du néolibéralisme. Essentiellement, le néolibéralisme est le retour au libéralisme de Adam Smith. Ce genre de système axé sur l'individu, mais c'est une régression essentiellement du libéralisme social des années 1930 qui ont bâti l'État qui offre des protections. Alors, en ce qui a trait à Withers, il y a aussi un autre bouquin publié sur le capitalisme et les handicaps de M. Russell et un autre universitaire qui a rédigé un livre. Et donc, du point de vue économique, notre définition du handicap est en relation avec le fait que le corps est en mesure de faire du travail d'usine. Alors, si une personne n'était pas en mesure d'être productive, ben, c'était une personne considérée comme déviante ou qui ne contribuait pas. Et donc, Withers pousse l'idée encore plus loin.
il dit que dans une société néolibérale, si vous regardez Galbraith, après le crash des années 20, c'est ce qui a vraiment établi le terrain pour la création de l'État-providence. Qui a basé nos programmes d'aide sociale et de soutien aux revenus. Et maintenant, c'est en train de disparaître. Et ça ne fait pas seulement disparaître, c'est en train d'être éliminé. Alors, nous passons d'une économie basée sur l'État-providence. Maintenant, nous enlevons les garde-fous. Et nous passons à une société du marché ou une société de consommation. Et donc, nous sommes une société qui s'organise autour du marché plutôt qu'une société qui a un marché au sein de la société. Et ça veut dire que la logique de la consommation, c'est ce qui gouverne. Le gouvernement ne protège plus les gens de l'économie, mais protège l'économie des gens. Alors, ce qui est bon pour l'économie devient bon pour la société, peu importe le prix qu'on en paye. Alors, c'est le contexte par lequel je fais mon propre travail, qui est d'examiner comment les influences de la philosophie néolibérale basée sur comment nous voyons les gens en situation de handicap, dans ce sens qu'ils ne peuvent pas participer au marché. Alors, si vous ne pouvez pas participer au marché, vous n'avez pas de valeur dans le marché. Et ça mène à l'augmentation des inégalités. Alors, c'est une réponse assez longue, mais je voulais un peu vous donner ma description du néolibéralisme. Oui, j'adore. Alors, c'est tout? Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Alors, vous avez tous les deux un fondement dans les livres de M. Russell et basé sur vos réponses. Vous parlez tous les deux de ce que ça signifie pour les personnes en situation de handicap d'être évacuées de la classe ouvrière. J'ai été frappée par les exemples de vos exposés parce que Stéphane a parlé des modèles de travail qui excluent les gens de l'emploi et leur offrent des salaires minimums. Et Will, vous avez parlé du fait que les prestations canadiennes pour les personnes handicapées ou les personnes qui ne gagnent pas un revenu imposable ne sont pas admissibles. Et donc, j'aimerais voir comment ces politiques créent des pièges vers la pauvreté. Et une note pour moi-même et les présentateurs. Je vous invite à ralentir un peu pour les interprètes, s'il vous plaît. Alors, vous voulez commencer? Oui. Alors, en ce qui a trait, je vais essayer de parler moins vite, mais je suis neurodivergent et dans les maritimes, donc c'est un peu difficile. Je vous dirais que le piège de la pauvreté est une chose que plusieurs organismes sans but lucratif se penchent. Il y a toutes sortes de terminologies à ce sujet. Mais j'aimerais dire qu'il y a deux choses. Premièrement, nous sous-estimons la pauvreté. Les personnes vivant en situation de handicap ont des dépenses qui sont 12 à 14 plus élevées. Alors, toute statistique qu'on examine ne tient pas compte de la vraie pauvreté, la pauvreté fonctionnelle au sein de la population. Alors, nous sommes rendus à un point où les prestations pour personnes handicapées rétrécissent de plus en plus
rien ici au pays. En fait, les soutiens aux revenus canadiens ne ressemblent en aucune façon à un revenu décent. Et donc, bon, nous avons des programmes de crédit d'impôt pour personnes en situation de handicap ou autres. Et j'ai fait des recherches sur les deux. Mais une des choses à propos de ce crédit d'impôt pour les personnes en situation de handicap n'est pas conçu pour rembourser les dépenses des personnes. C'est un programme d'équité foncière. Alors, si vous êtes une personne en situation de handicap et vous avez des dépenses et vous réclamez 3 000 $ sur votre impôt à la fin de l'année, ou si vous recevez des soutiens aux revenus ou sur le bien-être social, pour la grande majorité des gens, si vous parlez à l'Agence de revenus du Canada à la fin de l'année, vous leur dites « J'ai toutes ces dépenses. Ah, d'accord, on va vous donner un crédit pour l'année prochaine au cas où vous gagnez la loterie. » Et donc, ils ne vous envoient pas un chèque. Alors, ce programme n'est pas conçu comme une mesure pour atténuer la pauvreté. C'est fait pour récompenser les gens qui travaillent. Alors, si vous travaillez, ces politiques sont conçues pour vous récompenser. C'est presque comme s'il y avait deux paliers. Bon, nous regardons de plus en plus les programmes de bien-être social qui offrent des bénéfices minimaux. Alors, pour faire en sorte d'encourager les gens au travail, d'accord, mais nous coupons l'accessibilité. Nous ne décrivons pas l'accessibilité raisonnable qui pourrait comprendre le travail à domicile. Alors, à ce moment-là, nous éliminons les programmes de soutien, mais nous coupons aussi toutes les prestations auxiliaires nécessaires pour aider les personnes en situation de handicap pour rester dans le marché du travail. Les personnes en situation de handicap vivent de la discrimination à cause de leur statut de personne en vertu de la Charte canadienne. Et les gens peuvent être congédiés et il n'y a aucune agence de réglementation qui peuvent enquêter. Et donc, le paradoxe, c'est que nous parlons de néolibéralisme qui est à propos de faire en sorte que les gens puissent aller travailler, mais toute la rhétorique masque le vrai problème de la pauvreté. Alors, vous avez besoin de gagner de l'argent pour bénéficier de ces programmes. Si vous ne touchez pas un salaire, vous n'obtenez pas d'argent. Et donc, à cause de cela, la pauvreté la pauvreté augmente et les gens sont de plus en plus désespérés. Alors, j'ai tendance à écrire beaucoup mieux que ce que je parle. Je crois que c'est une réponse excellente. Alors, ici, il y a une question particulièrement pour Will. Est-ce que vous nous proposez que nous nous dirigeons vers une économie de deuxième classe au Canada? Oui, nous sommes en train de passer à une économie mondiale de seconde classe. Alors, la plupart de ma concentration sur l'économie mondiale, c'est que je suis en train de regarder les taux incroyables de inégalité. Le gouvernement de Starmer, le gouvernement de Carney, et c'est lié à tout ça. Alors, nous ne vivons pas une crise du coût de la vie, mais une crise de distribution. Il y a des gens ici au pays qui s'enrichissent de plus en plus et ça change la distribution. Nous sommes en train de retourner à la pré-révolution de la République française. Et le gouvernement Carney est en train de perpétuer cela. En ce qui a trait aux personnes en situation de handicap, oui, c'est comme si nous avions une situation où la grenouille est dans le pot d'eau chaude. Alors, on augmente les allocations un peu, mais ce n'est pas lié à l'inflation ou au taux d'inflation fonctionnel. Alors, je suis en train de voir que, en grande partie, ce qui est au cœur de mon travail, c'est un concept
ou c'est le sujet idéal du néolibéralisme. Essentiellement, c'est une personne qui est en mesure de travailler, ne cause pas trop de problèmes, ne questionne jamais les choses. Pourquoi ne vivons-nous pas dans une société où l'accessibilité est une raison d'être? Alors, la réponse à votre question, c'est que oui, nous sommes en train de se diriger vers une société à 2 paliers. Et je crois que les personnes en situation de handicap vont être au bas de l'échelle. Et donc, on utilise un terme marxiste où on dit une armée de gens qui travaillent. De plusieurs façons, les personnes handicapées sont un peu comme ça. Alors, on a parlé de Marx. Quand vous parlez de la classe du prolétariat, est une classe de personnes en situation de handicap qui pourraient se retrouver à l'extérieur de la classe ouvrière. Est-ce que vous avez souligné certaines choses? Est-ce que essentiellement vous parlez de les situations où on fait du rattrapage? Il y a plusieurs façons d'y répondre. Et étant donné que vous avez mentionné ces ateliers, ça fait un bout de temps que j'ai lu le travail de Helen Keller et ce qu'elle avait à dire à propos des ateliers. Alors, si je me souviens de ce que Helen Keller a fait dans le contexte de son propre travail, elle était très active dans le mouvement travailliste, elle était socialiste et elle connaissait Marx très bien de façon beaucoup plus élaborée que moi. Mais tout ce qu'il y a à dire, c'est quand il est question du piège de la pauvreté ou du handicap ou la pauvreté en général, je pourrais dire que le capitalisme et les relations sociales en vertu du capitalisme créent ce piège de pauvreté. Alors, depuis les années 70, on voit des inégalités économiques en croissance. Alors, ça combine des politiques de Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Brian Mulroney à l'époque. Alors, nous voyons cela comme étant catastrophique, cette augmentation d'inégalités sociales. Et ce que je pourrais vous dire à ce moment-là, c'est pour répondre à votre question, vous avez mentionné le travail de Marx et Engels. D'après ce que j'en comprends, du prolétariat et cette idée d'une armée industrielle est liée à ce que je comprends être la flexibilité de cette catégorie de personnes. Alors, toute personne qui perd face à la classe capitaliste et des travailleurs, les travailleurs peuvent se retrouver dans cette armée. Alors, les universités, par exemple, les institutions d'apprentissage se fient de plus en plus sur essentiellement les personnes adjointes. Et il y a tellement de nous qui pourraient faire partie du prolétariat et occuper une place dans la structure sociale que Marx et Engels n'auront pas nécessairement pu anticiper. Alors ça, c'est ma façon
de nous inviter à situer la question de la pauvreté et du handicap par rapport à un problème qui est beaucoup plus universel et, en bout de ligne, ben, le problème du capitalisme ou lié au capitalisme. Je suis tellement heureuse de parler de cette armée comme armée de réserve de travailleurs. Bon, il y a cette armée qui peut menacer et chasser les personnes non productives, en guillemets. Et donc, notre économie s'organise pour que les personnes en situation de handicap ne soient pas incluses sur le marché du travail. Et donc, il y a une certaine valeur à garder les personnes handicapées dans la pauvreté. Je voulais parler de quelque chose que je vois comme étant quelque chose en commun pour ce qui est de la pauvreté. On a décrit à la fin de la présentation l'exemple d'une personne handicapée qui avait le fardeau de gérer sa propre sécurité financière et le blâme pour ne pas être capable d'obtenir un emploi. Et vous avez terminé la présentation en décrivant comment les gens en situation de handicap, comme Rosie, ne pouvaient pas acquérir la subjectivité néolibérale. Dans la façon dont on valorise les gens handicapés, la façon dont ils sont exposés à la violence, en référence à votre présentation plus tôt, les implications à l'arrangement politique économique. Et Stéphane, assez fortement, vous avez présenté un, une chose, un tissu commun entre l'appauvrissement et l'assistance médicale à mourir. Vous avez parlé de l'assistance médicale. La mort étant une solution à cette pauvreté, et quand elle-même est produite par l'abandon social. Si vous avez des pensées additionnelles quant à... Est-ce que vous établissez des connexions entre la responsabilisation et l'assistance médicale à mourir? Qui veut commencer? Stéphane, tu veux commencer? Oui, oui, certainement. Je suis... je serais content si tu veux y aller en premier. Si tu veux. Oh non, non, vas-y. C'est bien. Je pense que c'est connecté en termes de thématique et de cadre. Étant donné qu'on est en décembre maintenant et c'est la période des fêtes, et ça me rappelle ce passage dans le chant de Noël de Charles Dickens. Et je pense que c'est une conversation entre donc, Ebenezer Scrooge demande une question rhétorique. Son neveu l'exhorte à donner, à faire don de son argent, de l'argent, pour aider les gens pauvres durant la saison de Noël, des fêtes. Et Ebenezer Scrooge répond avec une série de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de prison? Est-ce qu'il n'y a pas de maison? À un certain point, il dit, assez brutalement, il dit quelque chose comme si certaines personnes sont incapables de gagner leur vie, ils devraient juste aller de l'avant et mourir. Et ça diminuerait la population mondiale. Je ne peux pas me rappeler des mots exacts, et de toute évidence, le but de ce passage-là, le point, dans le contexte de tout ce narratif de ce chant de Noël, cette histoire de Noël, c'est de montrer à quel point c'est obscène, cette façon de penser à propos de la vie humaine. Et j'ai pensé d'utiliser sur le moment comme étant ma façon de m'en aller dans cette réponse pour montrer que ce genre de cette logique que Dickens dépeint
de façon, dans cette histoire de Noël, est encore avec nous, est encore présente. Et le genre de décision, je pense, dans ma pleine présentation, j'ai cité un article du New York Times à propos de l'aide médicale à mourir. Et cet article cite un rapport du gouvernement de montrer le genre de calculs financiers qui ont été impliqués pour faire la conception d'un programme qui est bon pour le, le profit du gouvernement. Ce n'est pas très bon pour les personnes en situation de handicap. Et donc, on pourrait vouloir collectivement, dans une façon, à un niveau assez abstrait en société, on pourrait aimer penser que on a progressé bien plus loin que le Londres du 19e siècle, par exemple. Les conditions assez horribles dans lesquelles que Charles Dickens dépeint. Mais je me demande jusqu'à à quel point ce progrès peut-être n'est pas aussi profond ou aussi profond ou aussi réel qu'on pourrait l'imaginer pour ce qui est du genre de priorité qu'on donne à la prudence fiscale, comme on l'appelle souvent, et la vie humaine. Bon. Donc, on a trouvé la citation. On a trouvé ceci de Dickens, c'est assez pertinent. La citation, s'ils aimeraient mieux mourir, il ferait mieux le faire et diminuer la population surplus. Ça, c'est la citation. Il y a quelque chose de vraiment très profond à lier la pauvreté à l'aide médicale à mourir. La façon dont on parle de l'aide à mourir, donc AAM, mettant le progrès dans le champ juridique. Mais j'apprécie le signal à l'effet que ça pourrait remettre ces idées à la page et faire une régression. Ça me fait penser à la réforme, comment la réforme peut être piratée et court-circuitée. C'est pas toujours progressif. Will, tu as une réflexion à propos de la responsabilisation des politiques dans la façon dont on le suggère? Oui, certainement, je peux parler à propos de AAM. J'ai étudié le contexte légal. En premier lieu, je devrais dire que je suis pas très loin de cette citation. En fait, vendredi, j'étais dans une fête de Noël vendredi. Lorsqu'on a parlé à diminuer la population en surplus, j'ai chuchoté à la personne qui était avec moi. Ah, ce gars-là devrait se présenter comme un premier ministre d'Ontario. Oui, oui, c'est intéressant. Donc, il y a une autre ligne, en fait, que je trouve qui vient affecter beaucoup mon travail. C'est qu'il y a une ligne dans les années 80. Il n'y a rien de tel qu'une société, seulement des hommes individuels et des femmes individuelles, des individus. C'est vraiment la raison d'être derrière le néolibéralisme. Essentiellement, c'est la mort du collectif et c'est la mort d'un sentiment de conscientisation du collectif. Donc, je pense que tout le travail en silo, l'individualisation qui augmente, une partie de ceci, dire, OK, je peux faire mon propre chemin, je vais ouvrir ma propre entreprise. Mais l'autre côté de ceci, on en a vu beaucoup durant la COVID, c'est que les sociétés avec un haut niveau de confiance et de cohésion sociale, il y a plus de responsabilité et de conscientisation à l'effet qu'on doit prendre soin les uns des autres parce qu'on est tous là-dedans ensemble. Une partie de ceci, s'il y a quelque chose. Donc, mon focus, je suis dans les politiques en santé et mon focus, c'est la communauté de santé. Une des choses dont mon superviseur parle depuis 30 ans maintenant, c'est qu'on appelle ça
la behaviorisation augmentée dans la santé. Donc, on parle des déterminants de la santé, la stabilité. Donc, les solutions pour aborder les inégalités sont individualisées. C'est des programmes anti-tabac, anti-alcool. C'est comment manger sainement. On ne peut pas manger sainement si tu fais un salaire de famille, si tu n'as pas des services accessibles. Donc, une partie de ceci, c'est que le gouvernement, dans ces forces-là, blâme de plus en plus les individus pour leur pauvreté, pour la marginalisation. Mais je pense que la chose qui est vraiment la plus pernicieuse, une des choses dont on a parlé lorsqu'on parle de la privatisation, c'est qu'on a privatisé, on s'est privatisé nous-mêmes d'une certaine façon. Il y a des gens, on accepte un peu le blâme parce que tout le monde le fait, parce il y a des gens qui acceptent la faute pour le handicap, pour la pauvreté. J'ai parlé de l'exemple de Rosie, j'ai rien d'autre que de la sympathie pour elle. Elle essaie juste de passer à travers la journée, de passer à travers la vie. Mais le problème, c'est que nous, en tant que société, nous avons des chercheurs qui, je pense que c'est la chose à dire, c'est que on n'a pas de compréhension du collectif, de la pauvreté. Et cette partie de ceci, c'est qu'on n'a pas vraiment diminué la conscientisation de notre potentiel de changer la situation et changer le statu quo. Pour revenir sur une note plus égalitaire, je trouve qu'en tant que quelqu'un, lorsque je fais de la recherche et je lis sur cette situation, je me dis, je suis un grand fan du film Shrek. C'est comme les oignons, la vie. Tu enlèves les pleurs. J'essaie à la cause principale. OK, c'est le néolibéralisme, mais une partie de ceci, oui, je pense que nous, en tant que société, en tant que personnes avec un handicap et leurs alliés, on se fait tous voler, la société est changée et les structures de pouvoir inhérentes à la société sont en train de se faire changer. C'est là où l'analyse économique et marxisme est vraiment utile. Donc, lorsque je pense de la prestation pour les personnes handicapées, tout ça, il y a plusieurs solutions différentes. OK. Après, un crédit de personnes handicapées remboursable. Augmenter les taux. Il y a aussi un autre spectre qui est une grève générale. Occuper le Parlement. Quelqu'un qui étudie l'histoire politique, quelqu'un qui vient encore une fois de l'Ouest, de Cap-Breton. Mon arrière-grand-père était dans les mines de charbon. Quelqu'un qui a étudié l'histoire du travail. L'armée canadienne a été amenée à Glace Bay parce que les propriétaires des mines, les travailleurs des mines se disaient, OK, peut-être qu'on ne veut pas mourir à 40, 45 ans à cause des poumons malades à cause du charbon. La réponse, c'était quoi? La violence physique. Et on a protesté. J'ai trouvé une des choses qui vraiment qui me déprime, qui me met en détresse, c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire du travail dans ce pays. La qualité de vie dont on bénéficie, on ne réalise pas à quel point les gens se sont battus pour qu'on l'ait. Mais de façon inverse, on ne réalise pas qu'on pourrait la reprendre. Et ça implique des actions, ça implique la mobilisation, qui encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais le chemin est assez droit. Je sais que c'était le point que je voulais faire, que je veux dire, parce qu'ultimement, au final, un gros mensonge encore du néolibéralisme, c'est toute cette austérité, c'est créé. Donc, Thomas Cuddy, si quelqu'un est intéressé, vraiment, c'est des vraies belles données et faits derrière ceci. La croissance économique, ça va bien lorsque lorsque les impôts sont à leur plus haut. Si les taux d'impôt sont alors plus justes et la distribution du pouvoir et de la richesse. Donc, pour revenir à Rosie et les petites étapes qu'on peut faire individuellement sur les politiques, mais je suis très conscient des forces en amont qui augmentent à propos des gens qui se soucient d'améliorer la vie de la vaste majorité des gens dans ce pays. Les gens si votre revenu vient de votre emploi, encore moins une prestation, vous faites avoir pour 30-40 ans. Je pense qu'on devrait changer ceci. Ils l'ont fait à Glace Bay à l'époque, pourquoi on ne le ferait pas à nouveau? Hey, je peux parler à propos de AMM, le médical à mourir pendant une minute aussi.
Je parlerai de AMM comme étant quelqu'un qui l'a étudié dans un contexte juridique. J'ai fait un cours de droit à l'université. Donc, en fait, j'ai lu Carter Reed Canada, j'ai lu certaines éditions de la Cour suprême. Une des choses que je vais dire à propos de l'AMM, une personne a commenté ceci avant. Dans un vacuum, l'AMM, c'est vraiment une étape vers l'autonomie. Si vous lisez Carter Kennedy, vous lisez la décision, les gens qui ont été très, très malades, donc le système peut les garder en vie, mais dans une souffrance intolérable. Donc, ce que je réalise de façon de plus en plus, c'est que l'AM n'existe pas dans un vacuum, dans un vide. Une partie de la législation, si je me rappelle correctement, c'est que la souffrance doit être intolérable pour que vous traversiez le seuil pour avoir accès à l'AMM. Une des choses qui se passe, c'est que la pauvreté des gens a un impact sur leur souffrance et ça les place en, en haut de ce seuil. Si vous êtes sur une prestation, vous gagnez 800 par mois. J'ai commencé à recevoir ma prestation en 2013. C'était 606 par mois. Ce niveau de pauvreté pourrait avoir un impact sur la souffrance. Donc, si je reçois une pension de handicap de l'État et ça fait en sorte que j'ai une pauvreté qui augmente ma souffrance. Ensuite, c'est cette souffrance qui est dérivée de ma pauvreté qui me place au-dessus du seuil pour rencontrer le seuil. J'ai été tuée fonctionnellement par l'État parce que l'État donne une pension de handicap et la pension n'est pas suffisante pour que tu vives sans souffrir à cause du niveau de ta pauvreté. Et le seuil est une souffrance intolérable. Si le seuil, c'est ça, ben oui, je suis dans oui, tu te fais tuer par l'État. Encore une fois, je référerais les gens. Le modèle eugénique est un peu plus radical, mais plus critique, mais je pense que ça prend de l'espace et ça met la position dans cette conversation à l'effet qu'on doit vraiment, vraiment, en tant on doit regarder ceci en tant qu'universitaire chercheur. Oui, j'apprécie beaucoup cette lecture radicale et cette proposition pour des solutions pour contourner l'idéologie du réformisme. Je pense que tu as dit peut-être, il y a une question que j'aurais pour Stéphane. Tu as cité Benisha Heath. J'étais très emballée de le voir parce que je suis le même cours à York, mais c'est une digression. Elle a demandé, peut-être je vais mettre la question pour toi, est-ce qu'une économie basée sur le marxisme en finirait avec la pauvreté associée au handicap? C'est une très bonne question. Je noterai que je vais parler du philosophe pragmatique américain dit la réponse courte, ce serait que je ne sais pas si ça le ferait ou non. Et je pense que la plus longue version de cette réponse, c'est que une partie de la raison pour laquelle c'est difficile de savoir si... Je vais juste prendre ça dans mes notes ici, là. Sorry, I thought it. Désolé, je pensais que finalement, whether something like Marx, quelque chose comme a Marxian class analysis or une analyse marxiste ou une critique and disability poverty. et la pauvreté liée au handicap, je pense que la raison pour laquelle c'est difficile, peut-être impossible, de savoir à l'avance quand si l'analyse marxienne offre une porte de sortie, c'est que Marx lui-même a répondu à un de ses critiques, oui. C'est inclus dans une des prophéties du volume 1, préface du volume 1.
Il le met de façon mémorable comme ceci. Il dit que son critique a fait l'erreur d'imaginer. Finalement, il dit que ce critique s'attend à ce qu'il écrive des recettes pour l'avenir plutôt que de confiner à l'analyse critique des faits. Et le projet de Marx, dans le volume 2 et le volume 3, ont été publiés de façon posthume. Je pense qu'il y a une certaine controverse parmi les universitaires à propos de ceci, à propos des éditions. Mais certainement, dans le volume 1, écrit par Marx, son projet de base était une analyse critique des faits du capitalisme, plutôt que de projeter un avenir, une société de l'avenir ancrée dans après les principes socialistes communistes. Dans l'idéologie allemande, on parlait d'une société communiste. Et même, j'amène tout ceci pour aider à aborder ma plus longue réponse à cette question pour essayer de dire deux choses. En premier lieu, je pense que si on pense à propos de la pauvreté liée au handicap d'une façon plus universelle, comme étant le problème de la pauvreté, dans le contexte canadien, par exemple, il y a toutes sortes d'autres politiques, de programmes sociaux de bien-être qui gardent les gens dans la pauvreté, beaucoup de personnes. Si on peut se figurer une façon de ne pas juste gérer le genre de pauvreté générée par ces programmes sociaux de bien-être, de mesures sociales, qui de plusieurs façons sont l'héritage d'un changement de politique qui était conçu pour stabiliser le capitalisme. Par exemple, aux États-Unis, le programme d'aide sociale, les programmes pour les travailleurs créés par FDR pour faire face aux conséquences du crash financier. Si on peut penser pour aller plus loin que les programmes d'aide sociale comme étant une façon de stabiliser le capitalisme, mais plutôt questionner les mécanismes sous-jacents de l'État capitaliste. Je pense qu'on pourrait très bien résoudre le problème de la pauvreté liée au handicap. Et est-ce que je peux intervenir? 2 petites secondes. Nous avons 2 questions dans la boîte de conversation. Je me demande si chacun d'entre vous peut-être aimeriez donner une réponse de 60 secondes. Je vais les lire toutes les deux, une pour chacun d'entre vous. Stéphane, est-ce qu'on peut parler d'un livre de politique sur les quotas de pauvreté du handicap dans le milieu de travail et pourquoi les gens vivent de façon à s'excuser de la pauvreté, du handicap? Quelle est la solution pour corriger l'auto-blâme pour la pauvreté dans le handicap? Est-ce qu'on a besoin des partenaires militants dans les ressources humaines, un diagnostic ou peut-être un changement légal ou juridique? Est-ce que je devrais... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, répéter la question? Est-ce qu'on peut pousser vers une politique des quotas à respecter dans la place de travail? Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur pourquoi est-ce que les gens avec un handicap vivent de façon à s'excuser un peu de leur situation depuis qu'ils sont nés.
Donc, c'est une question vraiment intéressante pour ce qui a trait à la question des personnes handicapées qui vivent de façon, comme ils s'excusaient, je suis une personne avec un handicap moi-même, mais aussi en tant qu'être humain, je ne pense pas que toute personne devrait jamais avoir à vivre en s'excusant d'être ce qu'ils sont, certainement pas les personnes avec en situation de handicap. Peut-être que je vais faire une expansion brièvement là-dessus en notant que dans son livre, je ne peux pas me rappeler du titre, author Ben Michael, La beauté du problème social réfère à Brecht et ses notes dans une de ses pièces de théâtre et l'idée qu'on ressent la beauté d'un problème social, comme il le dit, est que notre focus devrait être non pas tant sur la façon dont on se sent à propos d'un groupe particulier de personnes et leur situation, mais plutôt que la beauté d'un problème social implique la compréhension des propriétés structurelles du capitalisme, disons, et qui pourrait faire des quotas dans le milieu de travail. Donc, je réponds à en ordre réversé, la deuxième partie de la question et maintenant la première. C'est deux choses ultimement. Si on les pense comme étant le problème de classe et donc comme étant un problème du capitalisme, on fera beaucoup plus de progrès dans une façon qui est beaucoup plus transformante pour faire face aux problèmes de certaines personnes qui vivent en pensant qu'elles doivent s'excuser d'être ce qu'ils sont et aussi le problème des inéquités des différences dans le milieu du travail. Donc, comment corrigeons-nous l'auto-blâme, le blâme de nous-mêmes? Je ne sais pas la réponse courte. Une partie de ceci, c'est le gouvernement avant était un empire, donc entre le peuple et l'économie. Maintenant, ça va du côté de l'économie, moins du peuple, mais ils n'interviendront pas activement, à moins que la discrimination soit vraiment évidente dans le milieu de travail. Donc, je ne sais pas, à part de renverser le capitalisme en lui-même. L'éducation sur une base individuelle, je pense qu'on y arrive. Il y a un mouvement avec la santé. Donc, la santé des gens ne c'est pas nécessairement juste. Bon. Je pense que c'est potentiellement une façon d'y aller, mais je ne sais pas la réponse. C'est que ça nous a pris 30, 40 ans à arriver à cet état ici. Je ne pense pas que ça va malheureusement changer du jour au lendemain. Oui, c'est une belle façon de terminer la beauté du problème social. Donc, avant qu'on me tue pour dépasser le temps, donc merci à vous deux pour avoir passé ce temps avec moi. J'ai trouvé cette conversation riche. J'ai vraiment aimé regarder vos présentations. Elles seront disponibles pour les personnes qui veulent les voir sur le site web du Handicap sans pauvreté. Donc, on se voit dans le prochain panel.